Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présents dans notre talk. On va se présenter rapidement. Je vous présente Romain, qui est mon collègue depuis plusieurs années, et moi-même Anthony. Nous sommes développeurs Android depuis une bonne grosse dizaine d'années, et puis ça fait 7 ans qu'on fait des projets perso qui sont rémunérés, et nous sommes indépendants depuis plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de comment bien gérer les list view avec Async Task. Et ça sera valable à partir de... C'est pas la bonne, arrête. C'est pas la bonne conf. Après, je me disais aussi... Ils sont là pour les thunes. C'était là pour les thunes, ouais. Ok, donc en fait, on va vous parler des différentes stratégies de monétisation d'une application mobile. Donc, premier type de monétisation, la publicité... Enfin, non, pardon. Pourquoi monétiser déjà? On peut se poser la question. Donc pour ça, plusieurs points. Ça peut permettre de financer votre appli en elle-même, ou du moins votre société. Donc ça peut permettre de s'équiper, d'acheter du matériel, de se payer les services de designer par exemple, parce qu'on est dev, on n'est pas designer, donc pas forcément de spécialité, acheter des librairies, des outils, des abonnements, couvrir ses frais. Deuxième point, augmenter la visibilité de votre app, donc la promouvoir, faire des campagnes marketing, payer de la pub, la présence dans des salons, acheter des flyers, ce genre de choses. Puis bien sûr, dépenser un peu d'argent pour se faire un peu plaisir quand même. Du coup, notre conf va se présenter autour d'un retour d'expérience sur 2 applications que nous avons développées. La première, il s'agit de Printoid. C'est une interface pour imprimante 3D qui est monétisée par le système de Paid App et d'in-app purchases. Elle est aussi vendue en marque blanche et à des partenaires. Et l'autre application, c'est la télécommande Livebox. Comme son nom l'indique, c'est une télécommande pour la Livebox. Donc le boîtier de télé de la Livebox, évidemment, qui elle est monétisée via la pub et un système d'abonnement. Donc la télécommande Livebox a été publiée en 2015. Aujourd'hui, il y a eu à peu près 2 200 000 téléchargements et il y a 250 000 utilisateurs uniques par mois. Donc son usage, c'est surtout des sessions courtes, d'environ 2 minutes. Par contre, plusieurs sessions dans la journée et une forte saisonnalité, c'est-à-dire que c'est surtout utilisé le midi, le soir, le week-end, quand il fait moche, voilà, les jours où les gens sont devant la télé forcément. Et donc du coup, moi j'ai choisi de monétiser via la pub, parce que du coup le concept de l'appli en elle-même s'y prête bien, vu que l'utilisateur revient souvent, donc multiplie les affichages de pub. Je suis vachement dépendant d'Orange, du coup, parce que si du jour au lendemain ils changent leurs API, je suis bloqué. Du coup, je ne pouvais pas garantir que l'appli fonctionnerait à vie. Donc, faire une paid app, c'est pas la peine. Et ça permet de générer des revenus régulièrement. Et du coup, la deuxième application, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Printoid. C'est une application qui a été publiée pour la première fois en 2015. Aujourd'hui, il y a à peu près 350 000 licences qui ont été vendues ou téléchargements sur les plateformes comme Google Play. Et elle a une user base qui est moins conséquente, un volume d'utilisateurs mensuel qui est moins conséquent, qui est de l'ordre de 45 000 utilisateurs. Le modèle économique, c'est une double publication, une version gratuite sur Google Play et une version premium full featured qui est donc payante. Et sa monétisation a été croissante. On va dire qu'aux alentours de 2016, la version payante est apparue avec de nouvelles fonctionnalités par rapport à la version gratuite. Et le prix a été croissant jusqu'à atteindre 8,59 € en 2019. Donc comme je le disais tout à l'heure, le concept c'est que c'est un dashboard complexe et technique qui est dédié vraiment à ceux qui ont une ou plusieurs imprimantes 3D, voire un parc d'impression 3D. C'est une application qui gère du hardware, donc des imprimantes 3D. Il y a beaucoup de contraintes dans l'application. La première, c'est qu'il faut contrôler finement du matériel. Donc il ne faut pas divertir l'utilisateur parce qu'il est vraiment en train de contrôler son hardware avec des données et des actions qui peuvent être sensibles, comme par exemple lancer une chauffe de plus de 300 degrés, ce qui peut poser éventuellement des problèmes si ce n'est pas contrôlé vraiment par l'utilisateur sur l'interface. Donc la monétisation par la publicité, elle est un peu dangereuse dans ces cas-là. Plusieurs affichages de publicité peuvent divertir l'utilisateur au sein d'une session. Les sessions peuvent être très longues, de l'ordre de 30-35 minutes pour bien setuper son matériel. Donc c'est compliqué d'aller lui faire popper des publicités à des moments opportuns. Et puis il y a finalement peu de sessions, donc peu de publicités qui seront affichées dans la journée, donc les revenus seront forcément plus faibles. Les sessions sont non régulières, à la différence de la télécommande Livebox, où potentiellement l'utilisateur le soir, le midi ou dès qu'il fait moche dehors, l'utilisateur va avoir tendance à regarder la télévision. Là non, ça dépend vraiment de ce que l'utilisateur veut faire avec son imprimante 3D. Il peut s'en servir pendant
3 mois non-stop, tout comme la mettre au placard pendant 1 an. Donc la publicité, ça amènerait de faibles revenus avec toutes ces contraintes. Donc on va parler d'abord de la publicité. Donc premier point, vraiment faire attention, c'est vraiment encadré par les régies publicitaires, notamment AdMob. Il y a vraiment des guidelines à respecter selon les types de formats. Donc on va parcourir les formats principaux. Donc d'abord il y a la bannière. Donc aussi faire attention au contenu des pubs qui peuvent être affichés dans votre appli. Ça peut poser des problèmes des fois. Donc la bannière, elle est toujours présente à l'écran. Ça va être en haut ou en bas. Elle est vraiment sticky, quoi, elle ne va pas bouger. Donc il faut prévoir de la place dans le layout. Du coup, perdre de la place utile dans votre appli. Il ne faut pas qu'elle pop au-dessus de l'appli, sinon forcément on se fait directement rejeter. Et une petite astuce, on peut rafraîchir cette bannière au cours de la session. Donc on peut la changer toutes les minutes par exemple. Après, il ne faut pas que ça fasse non plus un sapin de Noël qui clignote, mais on peut optimiser un peu les revenus avec ça. Ensuite, on a l'interstitiel. Donc elle prend tout l'écran. Elle bloque l'appli pendant un certain temps. Et la guideline la plus importante, c'est qu'il faut l'intégrer à des moments de transition dans l'application. C'est vraiment très important, c'est très encadré. Et parce qu'il ne faut pas qu'elle apparaisse inopinément pendant un clic. Forcément, ça fait un misclick et ça peut être, c'est mal vu par les régies publicitaires. Après, donc, on a les natives qui, elles, s'intègrent parfaitement dans votre layout, c'est le but, d'où son nom, la native. Donc elle s'intègre bien, on a vraiment la main dessus. Donc en fait, il y a 2 possibilités. Soit on reçoit une native déjà préformatée qu'on vient afficher, donc on reçoit la view, soit on reçoit les métadatas, et là on l'affiche vraiment comme on veut, finement. Par contre, ça demande vraiment du boulot par rapport aux autres, ça demande beaucoup plus de boulot, c'est plus compliqué à intégrer. Et enfin, on a la rewarded. Donc elle est vraiment longue, ça va être aux alentours de 30 secondes où elle bloque vraiment l'appli. Donc ça va être de la vidéo ou de l'interactif. Mais par contre, il faut vraiment que ce soit sur demande d'utilisateur. Il faut l'afficher que si l'utilisateur l'a demandé. Mais forcément, il s'attend à une récompense en échange, sinon ça ne sert à rien. Donc petit tableau récapitulatif. Donc la bannière, niveau impact utilisateur, enfin impact expérience utilisateur, c'est pas top parce que ça prend toujours de la place et ça rapporte pas des masses. L'interstitiel, elle bloque, du coup c'est quand même sacrément embêtant, mais elle a une bonne rémunération. La native, elle rapporte vraiment très peu, honnêtement. Pas sûr que ça vaille le coup, mais elle est vraiment pas gênante. Et la rewarded, elle est vraiment très très gênante, mais forcément c'est ce qui rapporte le plus, quoi. Donc la balance, on voit bien comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va s'intéresser au système de médiation. Je crois que t'as une pub. Ah putain, pub parasite, excusez-moi. Cliquez sur la petite croix. C'est pénible. Ah, c'est pénible les pubs. Donc, la médiation, ça permet d'optimiser les revenus publicitaires en mettant en concurrence plusieurs régies publicitaires. Ne pas bosser avec une seule régie, voilà, il faut en avoir plusieurs, pas trop non plus, sinon après ça peut aussi être gênant. Donc là, c'est quelques exemples de régies les plus connues. Donc ça, c'est le principe général de la médiation. Après, il y a 2 types de médiation. Il y a le système historique, la waterfall, où là, de manière séquentielle, on va aller demander aux différentes régies si elles sont prêtes à payer un ICPM. Donc c'est-à-dire, ça, c'est combien ils vont être prêts à payer pour 1000 impressions. Donc est-ce qu'ils sont prêts à payer $10? Non, personne, ok. $9, toujours personne. $7, non. Et à $4, quelqu'un veut bien payer. Donc c'est celui qui veut bien payer en premier qui remporte l'impression. Donc ça, c'est vraiment le système historique. Donc ça induit de la latence parce que forcément, il y a pas mal d'appels réseau et ça demande beaucoup de boulot parce qu'il faut optimiser cette waterfall à la main constamment pour optimiser les revenus. Et il y a des gens, ils sont vraiment dédiés, ils font que ça toute la journée et c'est vraiment un gros boulot. Après, il y a le nouveau système, le bidding, où là, c'est de l'enchère en temps réel. On dit, voilà, j'ai telle impression, qui m'offre le plus? Et celui qui offre le plus gagne l'impression. Donc il y a plusieurs problématiques à la monétisation par la pub. Il y a la saisonnalité. Donc comme je l'ai dit, il y a la saisonnalité de l'application, comme je le disais en introduction. Donc voilà, comment l'utilisateur utilise votre appli, à quelle fréquence. Il y a la problématique aussi de la saisonnalité du monde de la pub en lui-même. L'ICPM, comme on en a parlé, n'est pas stable dans l'année, on sait qu'il varie.
c'est à peu près prédictible. On sait que par exemple Q4, au moment des fêtes de fin d'année, les annonceurs sont prêts à payer plus. Donc forcément, c'est le meilleur trimestre de l'année. Après l'été, il y a un petit creux. Enfin bref, on peut quand même prévoir ça. Mais bon, des fois, il y a des impondérables et on ne sait pas trop. En parlant d'impondérables, il y a eu le Covid, par exemple, où là, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé bloqué chez soi. Du coup, plus personne ne pouvait consommer. Donc forcément, les marques, ça les intéressait plus de payer des fortunes pour faire de la pub pour un produit que de toute façon, ils ne pourront pas vendre. C'était pas la peine. Du coup, les eCPM là, se sont vraiment effondrés à ce moment-là, mais personne ne pouvait l'anticiper, c'est comme ça. Ensuite, il y a des problématiques de réglementation, forcément. Donc il y a eu la RGPD qui a imposé vraiment de demander le consentement explicite à l'utilisateur pour avoir accès à ces données et afficher de la pub personnalisée. Et donc si l'utilisateur refuse, ça entraîne une perte de revenus parce qu'une pub non personnalisée rapporte moins. Donc pour ça, il a fallu mettre en place des gestionnaires de consentement qui sont bien souvent payants pour pouvoir être à la pointe des dernières normes, etc. Après, il y a eu le système de cookie wall, ça a été la mode pendant un moment, où là, on forçait plus ou moins l'utilisateur à accepter de partager ses données, sinon il fallait qu'il paye, ou qu'il prenne la porte. Ça a entraîné des pertes d'utilisateurs, des mauvaises reviews, voire des menaces de report à la CNIL, par exemple. Et il y a aussi le système de PEGI, comme j'en ai parlé brièvement au moment de la bannière, où là, il faut faire attention quand on publie une app, elle a un PEGI qui lui est attribué, une certaine audience, et il faut faire attention à ne pas mettre des pubs qui ne correspondent pas au PEGI de notre app. Sinon, on peut avoir des vrais soucis. Mais il faut avoir en tête que si on exclut certains types de pubs, qui peuvent être très rémunératrices, forcément, on se ferme des lignes de revenus. Mais bon, c'est indispensable de le prendre en compte et de l'avoir en tête. Après, il y a aussi les différents fournisseurs de publicité, donc les régies. On peut avoir des coupures de services. Moi, historiquement, au tout début, je travaillais juste avec une régie. Du jour au lendemain, ils m'ont dit tu ne respectes pas les guidelines pour telle raison, on t'envoie plus de pub. Du coup, du jour au lendemain, revenu zéro. Donc, il faut faire attention et c'est pour ça que c'est aussi important de travailler avec plusieurs partenaires. Problème de factures à payer. Ça, c'est pareil dans tous les business. Selon avec qui on travaille, il y a des partenaires plus ou moins fiables. Les petites régies sont plus enclines à avoir des petits soucis de facturation. Donc, faire attention. Et aussi la qualité des pubs qui sont affichées. Il y en a certains qui vont balancer des trucs vraiment moches, ultra intrusifs, gênants. Et ça, pareil, ça peut aussi entraîner des pertes d'utilisateurs, des mauvaises notes. Et ça, du coup, dans votre système de médiation, vous pouvez le gérer. Exclure tel ou tel type de pub. Celle-là, particulièrement, j'en veux pas parce qu'elle est vraiment gênante. Enfin, tout ça, ça peut se gérer. Désormais, on va aborder plus le thème de la vente de l'application. Donc, il y a plusieurs manières de vendre son application, que ce soit en business to client ou en business to business. Dans un premier temps, le premier système de vente en business to client, c'est forcément le premier qui vous vient à l'esprit, la vente sur catalogue spécialisé. Donc, ça peut être Google Play chez Android, tout comme ça peut être l'App Store chez Apple ou des catalogues tiers comme chez Huawei, chez Samsung ou même chez Amazon. C'est un système de vente directe à l'utilisateur, donc le revenu est one shot, l'utilisateur paye une fois pour la fonctionnalité et ne revient plus normalement à la caisse. Le prix peut être modifié à la volée, donc dans le cas de Printoid, le prix a été croissant pour essayer d'avoir une stratégie de monétisation qui vaille le coup pour l'utilisateur, avec peu de features au début, avec un MVP assez restreint, puis des fonctionnalités qui ont grossi, et donc le prix a grossi aussi. Donc le prix conditionne l'achat de l'utilisateur et donc forcément il faut une promesse forte derrière avec votre service. Il faut savoir un truc, c'est qu'une application qui a été mise gratuite sur Google Play notamment ne peut pas devenir payante par la suite. Il faut faire une republication derrière. Du coup, l'utilisateur qui voit une application payante, soit il est enclin à la payer parce qu'il connaît, il a eu le bouche à oreille ou alors il a vraiment lu tout le contenu de la fiche Play Store, ce que personne ne fait. Soit vous optez par un système de double publication, donc vous mettez une version gratuite testable par l'utilisateur avec des fonctionnalités limitées notamment, comme c'est le cas de Printoid, soit et en parallèle vous mettez une version payante avec dans la fiche Google Play la promesse qui est derrière et donc toutes les fonctionnalités qui sont en plus. Le choix du catalogue est important, ça définit votre audience, ça définit finalement votre clientèle, ça va définir aussi le marché derrière,
Google Play n'est pas présent en Chine, donc vous n'aurez pas de marché chinois avec Google Play. Donc c'est assez intéressant de diversifier les catalogues. Je pense notamment à Android, parce que sur Apple, finalement, tout le monde utilise l'App Store en général. Il faut savoir, bien sûr, que Google comme Apple prennent des commissions sur chaque vente, qui sont de l'ordre de 15% en deçà du premier million généré, et 30% au-delà. La deuxième monétisation, toujours en B2C, c'est l'achat in-app. L'achat in-app, c'est finalement passer à la caisse, mais une fois qu'on a déjà l'application. Alors ça peut être une bonne solution pour éviter le système de double publication. Vous pourriez très probablement limiter les contraintes en termes de flavor, par exemple, dans votre app, une gratuite, une payante. Donc vous pouvez proposer à l'utilisateur de passer à la caisse après, débloquer des fonctionnalités, toutes les fonctionnalités ou seulement les fonctionnalités qui l'intéressent, avec des prix qui pourraient varier. Donc ça, c'est assez intéressant à faire. Par contre, la facturation, elle est assez obscure pour l'utilisateur. Bien que ce soit marqué achat in-app sur la fiche Play Store notamment, l'utilisateur, s'il n'a pas toutes les fonctionnalités en la téléchargeant, ça peut être un frein finalement à l'utilisation et il peut très bien désinstaller l'application en se sentant un petit peu flou, et c'est assez déceptif pour l'utilisateur. Il faut savoir qu'il y a des jetons qui sont consommables ou persistants. Vous pouvez faire des achats in-app pour débloquer des fonctionnalités ad vitam aeternam, ou par exemple retirer de la publicité sur une période donnée, ou pareil ad vitam aeternam, comme ça pourrait être le cas sur la télécommande Livebox. Ou alors vous pouvez aussi l'utiliser comme un système de donate pour le développeur. Si le client est vraiment satisfait de votre service, de votre application, vous pouvez proposer des achats in-app avec différents tiers, $1, $2, $10, $15 pour celui qui veut donner le plus. Et voilà, l'utilisateur peut avoir cette solution-là pour derrière vous augmenter votre revenu mensuel. Les commissions, c'est la même chose que la vente directe. On est de l'ordre de 15% en deçà du premier million, 30% au-delà. Et bien sûr, sur Google, et c'est valable aussi pour Apple, il faut passer par les API de la plateforme. Donc pas faire votre système d'achat in-app avec votre système de paiement à vous. Ça, Google n'aime pas, par exemple. Les revenus sont plus ou moins réguliers en fonction de la promesse que vous faites. Si vous utilisez beaucoup de tokens qui sont consommables, ou si vous faites que du persistant, voilà, vous pouvez avoir des revenus plus ou moins réguliers. Le dernier système en B2C, finalement c'est l'abonnement, qui peut être soit mensuel, soit annuel. Il y a une grosse contrainte à ça, c'est que déjà que les utilisateurs Android ont du mal à payer une application, ont du mal à faire des achats in-app, sauf sur les jeux vidéo par exemple, mais sur une application qui n'est pas un jeu vidéo, vous allez avoir un petit peu moins de conversion. L'abonnement convertit encore moins. Il faut vraiment avoir un service très très fort derrière, il faut vraiment que ce soit fidélisant. Il faut savoir aussi que sur iOS, ça marche beaucoup mieux que sur Android. Les commissions, pareil, sont les mêmes, pareil que pour la vente directe en achat in-app ou sur catalogue spécialisé. Et bien sûr, ça passe encore une fois par les API de la plateforme, sauf si vous voulez faire un abonnement qui, comme Netflix ou Molotov TV, passe par votre propre site web. Mais si vous voulez le faire en achat in-app, en abonnement in-app, il faut passer par les API de la plateforme et donc forcément payer les commissions. Et là, pour le coup, on a un système qui vous permet d'avoir un revenu régulier. On peut aussi passer par le B2B. Le B2B, donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est vendre la licence en dehors d'un catalogue spécialisé. Donc, ça peut être de la vente de licence de votre application telle qu'elle. Ça peut être aussi de la marque blanche. Donc, permettre à un client d'avoir votre application, mais brandée avec sa direction artistique, avec son logo, avec son nom d'application. Ça vous engage à gérer la livraison et le déploiement vous-même, bien sûr, parce que vous ne passez pas par un catalogue qui le fait pour vous. Ça vous engage à prospecter, bien sûr, donc trouver le client qui pourrait être intéressé. Donc c'est quand même un sacré boulot. Trouver le partenaire qui acceptera d'utiliser votre service en tant que tel ou en marque blanche. Généralement, c'est les entreprises du même domaine que le vôtre. Et bien sûr, il faut essayer d'argumenter au maximum et justifier notamment le temps de développement, l'effort de développement que vous avez mis dans votre service et votre application et potentiellement la base d'utilisateurs que vous avez aujourd'hui. Bien penser à contractualiser, se faire accompagner bien sûr par avocat, juriste ou même comptable, expert comptable. C'est extrêmement important, définir le prix, toutes les notions qui vont bien dans le contrat. Et puis forcément par rapport à la vente sur catalogue spécialisé où tout est simplifié pour vous, ça vous amène un peu plus de pression, un peu plus de charge de travail, et puis ça vous engage aussi à gérer très finement les traductions. Si par exemple vous avez un client ukrainien, vous ne pourrez pas vous satisfaire juste des traductions en anglaise, donc il faudra faire un effort de traduction. Et puis, comme Romain l'a dit tout à l'heure, il y a les contraintes de facturation. Il y a des bons payeurs, des moins bons payeurs. Ça peut être pas évident à gérer. Par contre, en B2B, forcément, vous pouvez vous permettre de vendre plus cher. Vous vendez un business, vous ne vendez pas un client qui fait attention à son porte-monnaie, pour le coup. Vous pouvez vendre beaucoup plus cher, et puis bien sûr, vous n'avez pas de frais de gestion de plateforme.
Donc après, un point qui n'est pas forcément évident de prime abord, on peut ne pas forcément y penser. Donc là, on va parler de comment optimiser vos performances et aussi passer par des collaborations. Donc on peut passer par créer des synergies avec d'autres entreprises du même secteur ou non. Donc là, on peut obtenir par exemple de la visibilité. Voilà, en échange d'un service, quelqu'un va nous faire de la pub, donc par exemple de la publicité sur des revues spécialisées, ou ça peut être un influenceur, ou ce genre de choses, la présence sur des salons. Et on peut aussi obtenir des services. Moi par exemple, il y avait une société qui était venue me voir, il me disait, bah voilà, est-ce que tu peux nous envoyer certaines données d'utilisation de ton application, et en échange on te propose le programme télé, par exemple. Donc ça peut être des choses importantes qui apportent de la plus-value à votre appli sans nécessiter d'efforts de développement de votre part. Il y a un cas spécifique, un partenariat notamment avec Huawei. Alors vous savez tous que Huawei a été un peu embêté par le gouvernement américain et n'avait plus les droits d'utilisation d'Android et notamment des Play Services qui vont bien. Huawei, il contacte les développeurs pour publication sur le Huawei Store, donc, qui s'appelle l'App Gallery, avec potentiellement mise en avant de votre service s'ils estiment que c'est utile pour leur user base. Huawei offre un bon billet pour que le développeur fasse l'effort de faire cette publication. Et en plus de ça, ça vous ouvre le marché chinois que vous n'avez pas avec Google Play notamment, de manière extrêmement simple, qu'en passant par des catalogues spécialisés en Chine qui sont nombreux certes, mais qui ont beaucoup de contraintes en termes d'aspect juridique. Ça vous engage aussi à adopter les Huawei Mobile Services, qui sont finalement ni plus ni moins qu'un copycat des GMS de Google. Donc vous ne pouvez pas utiliser les GMS sur Huawei, en tout cas sur les derniers modèles qui ne sont pas sous Android. Donc c'est un effort de dev supplémentaire, mais qui est quand même parfaitement assimilable. Et il faut savoir que Huawei aujourd'hui fait tourner ses devices sur HarmonyOS. Donc sur mobile, c'est une base AOSP, donc c'est pas trop compliqué. Si vous gérez les Connected Watch et que vous êtes habitué à Wear OS, il faut savoir qu'HarmonyOS sur les montres, c'est quand même un taf un peu plus costaud parce que c'est pas du tout une base Android, donc un langage dédié et une manière de coder différente. Donc ça peut être intéressant si Huawei vous contacte parce que votre service et votre application les intéressent. Ça peut vous créer une rémunération supplémentaire, mais il y a quand même un petit effort de dev derrière. En termes de performance, vous pouvez augmenter vos revenus par du crowdfunding. Du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est du don de la part de votre communauté, de vos utilisateurs, avec bien sûr contrepartie. Donc les contreparties, ça peut être des fonctionnalités exclusives, un accès au bêta testing de fonctionnalités que tout le monde attend. Ça peut être aussi donner des stickers, du branding, créer vraiment quelque chose autour de votre application, de votre service. Et ça peut être aussi un investissement participatif. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, votre utilisateur va vouloir vous apporter un revenu soit one-shot, soit récurrent par le crowdfunding, mais va aussi contribuer, si vous le laissez faire, à tout ce qui est rédaction de la roadmap, des fonctionnalités, vous apporter aussi des notions du UX et vous faire des feedbacks pour vous améliorer votre application. Il y a plusieurs plateformes pour le crowdfunding, je ne vais pas toutes les citer, mais Kickstarter est la plus connue bien sûr. C'est très one-shot Kickstarter sur une campagne que vous lancez, que vous terminez, et derrière vous avez objectif de produire. KissKissBankBank qui est une entreprise un peu plus française, donc forcément ça va définir l'audience que vous allez avoir sur votre crowdfunding. Il faut bien choisir son support. Le mieux c'est d'avoir un support international pour derrière avoir un rayonnement international sur votre campagne, si votre appli est bien sûr internationale. Il y a aussi des notions de popularité des plateformes, Indiegogo qui est peut-être un peu moins connu que Kickstarter. Moi je vous conseille personnellement Patreon qui est un modèle qui est très adapté au développement mobile et à la communauté mobile, qui vous permet en plus de ça d'avoir un revenu régulier, parce que finalement vos utilisateurs deviennent votre patron, et vous apportent un revenu mensuel. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez l'assurance d'avoir un revenu régulier et de pouvoir continuer à améliorer votre application. Vous achetez plein de trucs. Vous pouvez aussi passer par OnlyFans, mais l'audience ne sera pas forcément celle que vous attendez. Donc après on peut aussi vendre les données de ses utilisateurs.
C'est plus ou moins bien vu, mais ça peut se faire. Donc ça peut passer par 2 biais majoritairement. Donc il y a des frameworks dédiés qui existent, voilà, des boîtes qui développent leur SDK, vous intégrez ça dans votre appli, ils vous rémunèrent pour récupérer ces données. Alors ça par contre c'est ultra opaque, on ne sait pas ce qu'ils récupèrent, on ne sait pas du tout ce qu'ils en font. C'est vraiment très peu rémunérateur, il faut vraiment avoir une grosse volumétrie de réutilisateurs pour que ce soit intéressant. Après, il y a des sociétés, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent venir vous démarcher parce qu'ils ont un besoin ultra spécifique. Moi, par exemple, voilà, ils voulaient faire des audiences télé, donc ils voulaient savoir sur quelle chaîne les gens cliquaient en fonction de l'heure, etc. Où là, ça peut être intéressant parce que là, on a vraiment, pour le coup, le contrôle sur ce qu'on fait, c'est contractualisé. On sait vraiment ce qu'on leur envoie. Par contre, dans un cas comme dans l'autre, attention à la RGPD et surtout faire bien attention du coup, à anonymiser toutes les données. Après, un autre point, ça peut être la cession. Donc la cession de votre application ou carrément de votre entreprise. Donc là, vous pouvez la vendre à un concurrent, à un service tiers ou des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui rachètent des applis, qui les font grossir, qui les revendent ou qui les font monétiser. Faut faire attention à bien valoriser votre application. Ça, c'est pas évident. Donc bien savoir qu'est-ce que ça vaut. Pour ça, vous pouvez vous faire accompagner par des spécialistes, des avocats ou des comptables qui sont spécialisés là-dedans. Et il faut savoir que le transfert d'une app d'un compte dev à un autre, c'est tout à fait possible sur simple demande. Par contre, il faut avoir en tête que céder une app, c'est pas forcément y renoncer. On peut la revendre et se faire embaucher derrière par cette entreprise ou qui vous prennent en freelance pour continuer à bosser dessus, pour prendre le lead là-dessus par exemple. Et ça peut aussi permettre de faire grossir une de vos autres applications. Là, c'est la partie un peu moins fun, les aspects juridiques. Si on fait la conf en français, parce que c'est assez particulier en France et on va vous parler du système français. Alors déjà, dans un premier temps, la vente d'une application, ou même ne serait-ce qu'afficher des publicités dans son application, c'est pas de la vente de biens. On pourrait se dire, je vends mon application, c'est vendre un bien, vendre une licence. Non, c'est bien évidemment de la vente de services. Donc ça, c'est extrêmement important parce que dans le système français, ça va tout changer. Que ce soit de la publicité, vente B2C, en B2B, il faut vraiment avoir en tête que c'est de la vente de services. Il y a un autre aspect qui est extrêmement pénible, c'est la TVA. La TVA, que vous vendiez votre application, que vous fassiez des achats in-app ou des abonnements sur Google Play ou sur l'Apple App Store. Il faut savoir que c'est vendu dans beaucoup de pays. Si vous avez ouvert à tous les pays disponibles sur la plateforme, ça sera vendu dans tous ces pays-là. Google ne reverse pas nécessairement la TVA dans ces pays. Donc, dans beaucoup de pays comme les pays de l'Union européenne, les États-Unis notamment, où voilà, la liste est très longue, Google va se charger d'appliquer la TVA sur le prix que vous en demandez à l'utilisateur, va le prélever au moment où l'utilisateur paye et va le reverser automatiquement aux autorités compétentes du pays. Ça, c'est très intéressant pour vous parce que vous n'avez pas à le faire. Par contre, dans d'autres pays, ceux que j'ai mis en rouge sur la carte, et qui représentent 56% de la surface du globe, Google ne le fait pas. Google n'ajoute pas la TVA et Google ne reverse pas cette TVA aux autorités. C'est très problématique parce que ça veut dire que vous devez le faire vous-même. Déjà que c'est compliqué de le faire en France, il va falloir que vous le fassiez notamment en Ukraine, au Canada, au Japon, en Argentine, en Tunisie. C'est des pays qui peuvent avoir une audience importante pour votre service. Si vous le mettez payant, sachez qu'il faut déclarer la TVA et la reverser aux autorités compétentes. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, moi je vous conseille de ne pas le faire. Pour avoir essayé, c'est déjà très compliqué de gérer l'administration française. Gérer l'administration tunisienne ou canadienne, c'est très compliqué. Les sites web ne sont pas forcément dans votre langue et ne sont pas forcément en anglais non plus. Donc ça peut être assez pénible à faire. Si vous souhaitez vraiment le faire, faites-vous accompagner. Et comme Google le préconise, ils ne sont pas en mesure de vous donner des conseils en matière de fiscalité. À vous de vous rapprocher de votre expert comptable pour savoir s'il est capable de le faire. Cas particulier pour les États-Unis, et c'est quasiment impossible à gérer, notamment sur Google Play, vous ne pouvez pas sélectionner les États des États-Unis. Donc si vous vendez aux États-Unis, sachez qu'il y a 5 États dans lesquels Google ne reverse pas la TVA. Voilà, ça, je n'ai pas de solution pour vous. Et conseil, on va publier quand même aux États-Unis, hein, si c'est payant, c'est quand même un gros marché. Dernier aspect, et ça c'est pénible aussi, c'est valable à la fois pour l'App Store et pour Google Play, le reçu mensuel, la facture. Vous avez une comptabilité, vous devez prouver que ce versement est de telle nature, avec tel taux de TVA, etc.
Google ne fournit pas de reçu exploitable. Google va fournir un fichier XLS avec toutes les lignes, que ce soit des achats, des reversements de taxes, des TVA, etc., avec tous les pays, etc. C'est très cool, mais par contre, ce n'est pas exploitable en comptabilité en France. Pour pallier à ça, on a développé une application dont vous pouvez avoir accès via ce QR code. C'est un bête programme Java qui va tourner sur votre machine, dans lequel vous allez lui donner à manger le reçu, finalement, CSV que vous avez dans Google Play. Vous lui passez et ça vous génère un reçu qui est exploitable en comptabilité en France. C'est quand même pratique. Je suis désolé, c'est en Java, je l'ai fait rapidement. Si quelqu'un veut le migrer en Kotlin, feel free. Et puis, dernière petites informations pour tout ce qui est structure juridique. Alors, si vous générez des revenus, que ce soit publicitaire ou en vente B2C, B2B, alors peut-être pas B2B parce que c'est un peu plus complexe, il faut quand même contractualiser et puis derrière avoir quelque chose à prouver à cette société-là. Si vous avez des revenus donc, de 100 à 200 euros par mois, c'est pas grave en France, personne ne viendra vous courir après. Par contre, si vous commencez à avoir un revenu très régulier et puis qui commence à être assez conséquent, disons de l'ordre de 300, 400, 1000, 2000 euros par mois, montez une société. En France, on a la chance d'avoir l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est une structure qui est fiscalement très intéressante, notamment pour vous lancer dans ce business-là. Il y a une franchise de TVA, c'est-à-dire qu'au-deçà de 34 400 euros en vente de services, donc toujours, vous êtes franco de TVA, donc vous n'avez pas besoin de la facturer ni de la reverser, vous avez 0% de TVA. Au-delà, donc jusqu'à 72 600, qui est le plafond de chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser à l'année, vous avez de la TVA. Les cotisations sociales, notamment, sont de l'ordre de 21%, c'est fiscalement très intéressant. Là où en EURL, on est de l'ordre de 40%, et en SASU, SASU, vous êtes de l'ordre de 64%. Par contre, bien sûr, vous facturez la TVA à partir du premier euro généré, mais là, pour le coup, vous n'avez pas du tout de plafond de TVA. Donc se lancer en auto-entreprise, c'est assez intéressant. D'autant plus que l'auto-entreprise, derrière, quand vous générez du revenu, tout le chiffre d'affaires que vous avez généré passe sur de l'impôt sur le revenu, bien entendu, mais vous avez un abattement de l'ordre de 50% sur ce chiffre d'affaires. Donc vous payez des impôts seulement sur la moitié du revenu que vous avez généré. Là où sur le URL, vous êtes imposé de manière tout à fait conventionnelle. Donc d'autres points qui peuvent être importants quand vous choisissez votre structure, que ce soit en auto-entreprise ou en EURL, vous êtes TNS, donc travailleur non salarié, c'est-à-dire pas de fiche de paye, c'est-à-dire pas de cotisation au chômage, peu de cotisation au régime de retraite. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est vachement important. Là où la SASU, on est assimilé salarié. Donc on doit s'éditer une fiche de paye, on cotise pleinement à la retraite et au chômage. Au niveau de la comptabilité, donc l'auto-entreprise, c'est très simple. Il suffit de bien tenir ses comptes et on est bon. Par contre, EURL, SASU, c'est des vraies structures juridiques, si on peut dire, où là, il faut une vraie comptabilité avec la création d'un bilan en fin d'exercice comptable, où là, forcément, il faut avoir affaire à un comptable, un expert comptable ou un service de comptabilité en ligne. Donc, en conclusion, là-dessus, l'auto-entreprise, fiscalement, c'est la plus intéressante. Si au niveau du chiffre d'affaires, ça passe dans le plafond. L'EURL, c'est pour maximiser vos revenus, parce qu'il y a moins de cotisations à faire, mais c'est à vous de gérer du coup tous les problèmes de tout ce qui va être chômage et retraite. Et la SASU, c'est un peu la sécurité, quoi. Vous êtes comme si vous étiez en CDI. Et donc, pour conclure, pourquoi est-ce que nous on a monétisé ? C'est pour s'acheter plein de trucs. Voilà.